Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus ce soir. Donc c'est Philippe Mangion qui vient de l'association des Amis de la Commune qui va nous présenter les 150 ans de la commune. Et à la fin de la conférence, il nous pourra vous signer, vous dédicacer un livre sur Louise Michel. Louise Michel, la jeunesse de Louise Michel. Donc je lui laisse la parole. Merci beaucoup encore d'être là. Bonjour messieurs, dames, merci d'être venus écouter l'histoire de la commune qui n'est pas si connue que ça. Donc j'espère ce soir vous apprendre des petites choses intéressantes. Donc voilà, en effet, je suis Philippe Mangeon, je représente une des plus vieilles associations, donc c'est les associations des amis et amis de la commune, parce que donc c'est Amis ES et Amis IS de la commune de Paris 1871, pour pas confondre avec la ville de Paris, comme beaucoup de gens. Et cette association, en fait, elle existe. On va fêter, on fête cette année les 150 ans de la commune, et l'année prochaine, on fêtera les 140 ans de l'association, qui sous différentes formes a existé depuis 1882, qui à l'époque avait été créée justement pour aider le retour des prisonniers, des déportés communards, qui revenaient, on va avoir l'occasion d'en parler, qui avaient été donc déportés en Nouvelle-Calédonie pour la plupart. Donc voilà, c'est un petit peu... oui, donc moi je me suis intéressé à la commune, d'abord à travers un des personnages finalement les plus connus de la commune, qui est Louise Michel, dont je pense que vous avez entendu parler, parce qu'il y a au moins il y a beaucoup d'écoles de lycée Louise Michel, donc voilà, c'est le personnage connu de la commune, mais la commune, vous allez le voir, a donné beaucoup d'autres personnages qui sont très intéressants. Au niveau de la lumière, c'est quand vous voulez. On puisse commencer à voir. Alors, pour continuer juste un petit peu sur l'association, chaque année, l'association fait éditer une affiche. Et donc, pour les 150 ans de la commune, voilà, c'est une très belle affiche de Ernest Pignot-Ernest, qui est un artiste contemporain, qui est très proche, en fait, des amis de la commune, et qui nous a fait cette affiche. Après, bon, chacun y voit... voilà, les avis sont parfois partagés. Moi, je l'aime beaucoup. Mais voilà, j'aime surtout la couleur, voilà, parce que la commune, il y a beaucoup de rouge dans la commune, au niveau des idées, mais aussi du sang qui a été versé. Voilà, les images, voilà, à droite vous avez une image de la commune. Dit commune, on a aussi dans l'esprit les barricades, donc aujourd'hui on va pas mal parler de barricades aussi, et de gens qui ont défendu Paris. Alors, très rapidement, on va faire un léger retour en arrière, parce que la commune ne vient pas de nulle part. Quand même. La commune, c'est quand même, on va dire, c'est la troisième révolution du 19e siècle. C'est la moins connue des trois révolutions. Mais on va retrouver, donc la commune s'est passée en 1871, hein, pour rappeler les dates. Mais on va rappeler très rapidement les deux précédents événements, dont on retrouve d'ailleurs certains des acteurs au moment de la commune. Et donc il y a eu d'abord, après, pas refaire toute l'histoire, mais disons qu'après une période de restauration, après Napoléon, vous vous souvenez peut-être avec des souvenirs d'école ou d'autres, qu'il y a eu une restauration avec les frères de Louis XVI qui ont régné, et ensuite il y a eu Louis-Philippe. Mais avant ça, en 1830, il y a une première révolution. En 1830, c'est ce qui est connu, le monument qui reste du 130, c'est la colonne de la Bastille. Donc il y a eu 3 jours de révolution. Il y a déjà des gens qui ont participé à la commune qui étaient déjà acteurs à l'époque, comme là, vous voyez ici, je vais tester voilà. Ici, c'est par exemple quelqu'un qui est comme Delécluse, qui était déjà actif en 1830, qui va être un communard. Celui-là, sans doute, vous le reconnaîtrez plus tard quand il sera plus vieux, mais c'est Auguste Blanqui. Auguste Blanqui, voilà, il a fait toute la révolution du 19e siècle.
Ici, vous avez Louis Blanc, qui était un socialiste, qui lui n'était pas communard, mais qui a beaucoup fait pour le mouvement, disons, social au XIXe siècle. Et il y avait déjà celui qui sera plus tard, j'ai pris exprès leur gravure assez jeune, qui sera plus tard l'ennemi juré de la commune, qui est Adolphe Thiers. Adolphe Thiers était déjà en 1830 actif, parce qu'il avait aidé à la restauration et au retour de Louis-Philippe. À partir de 1830 à 1848, il y a eu non plus un roi de France, mais un roi des Français. C'était déjà un régime qui était un petit peu plus parlementaire et qui était dirigé par le roi Louis-Philippe. En 1848, il y a eu, donc ça c'est 1830, au passage, voilà, ça a donné la peinture connue, La liberté guidant le peuple. En 1848, il y a eu une deuxième révolution qui s'est passée peut-être en deux fois. D'abord, ça a été une révolution par des, qu'on dit par des romantiques, qui a eu lieu en février, comme Lamartine. Par exemple, Lamartine était très actif en février, mais ensuite il y a une révolution plus ouvrière en juin 48. Donc, au moment de la commune, c'est-à-dire 22 ans, 23 ans plus tard, on parlera des 48 arts. Comme maintenant on parle des 68 arts, on parlera des 48 arts qui sont les vieux de la commune, qui sont un petit peu aussi les pères, les figures tutélaires de la commune. Ensuite a suivi une période qui va être vraiment une période très particulière en France, qui est le Second Empire. Bon, à la fin de 1848, la révolution de 48 a échoué d'une certaine manière. On s'est retrouvé avec un dictateur qui a d'abord été élu président, qui est Louis-Napoléon Bonaparte, comme vous voyez ici. Donc Louis-Napoléon Bonaparte, en 1850, a été élu, en fait. C'est le premier président élu au suffrage universel. Quand on dit le suffrage universel, c'est que les femmes ne votaient pas. Donc, disons au suffrage universel de ceux qui pouvaient voter à l'époque. Et il a fait en 51 un coup d'État, c'est-à-dire il s'est arrogé tous les pouvoirs à partir de 1851. Et donc, ce qui a donné la période qui ensuite va nous amener jusqu'à la Commune, qui est le Second Empire. Donc, le Second Empire, c'est à la fois une période fastueuse et remplie de souffrances. Déjà, au niveau des libertés, elles ont été très très malmenées. Tous les révolutions de 48 ont été soit déportés, soit sont partis. Beaucoup de journaux ont été interdits. Bon, par exemple, le plus connu des exilés, c'était Victor Hugo. Victor Hugo, en 51, enfin en décembre 51, dès qu'il y a eu le coup d'État, il s'est exilé d'abord en Belgique, puis après en Angleterre, à Jersey, voilà, donc c'est une période où à la fois elle est connue en France aussi pour avoir été une période fastueuse, parce que c'est là où c'est le Paris de Haussmann qui s'est construit, c'est le Paris, c'est la France c'est l'Empire français qui a colonisé une partie du monde. Et il y a eu des grandes constructions, par exemple au niveau des voies ferrées. Donc là on voit, ça c'est le viaduc qui est à Chaumont. C'est assez particulier parce que Chaumont c'est la ville de Louise Michel, donc c'est un exemple que j'aime bien. Donc en quelques années, le réseau ferré s'est développé en France. Paris a été reconstruit, donc ça ici c'est par exemple l'avenue de l'Opéra. Bon, ça c'est un petit peu plus tard, mais disons dès les années 1850 et même avant pour certaines rues, Paris a été complètement redessiné, on va dire. Et le Paris d'aujourd'hui, c'est ce Paris qui a été construit à cette époque-là. Mais à côté de ça, les ouvriers ont payé un lourd tribut, c'est-à-dire que voilà, donc là c'est une famille, une photo un peu symbolique et très connue de cette époque-là, ce qui représente une famille d'ouvriers. Il y avait une extrême pauvreté dans la population française. Il y avait des journées de travail, on le verra tout à l'heure, qui étaient énormes. Il n'y avait pas de congés payés, il n'y avait pas de sécurité sociale. Voilà. Donc c'était à l'époque aussi où l'opposition était muselée, les syndicats étaient interdits, il y avait une police très puissante.
Et voilà, il n'y avait pas le droit de grève. Donc c'était une période très difficile pour les ouvriers. Et il y avait donc parmi les faces, là vous avez par exemple la famille impériale. Donc là c'était quand Napoléon III et sa femme Eugénie ont reçu la reine d'Angleterre, c'était à l'époque Victoria, la reine. Oui, alors ça c'était la réception. Merci beaucoup, la réception de la reine Victoria en 1855. Voilà, donc on voit la différence et le contraste entre les fastes et les souffrances. Mais en même temps, donc naturellement, l'opposition était muselée, mais elle essayait quand même de s'organiser. Donc c'est là aussi qu'il y a eu les prémices d'un mouvement ouvrier. Alors ça a commencé dès on va dire le début des années 1860, et un petit peu l'événement fondateur de l'organisation des ouvriers. Ça a été la grande exposition qui était à Londres en 1862, qu'on voit ici, où en fait, de manière complètement légale, j'allais dire, c'est que les ouvriers se sont rencontrés. Napoléon III, par exemple, a envoyé un groupe d'ouvriers pour qu'ils rencontrent d'autres ouvriers, mais à ce moment-là, certains ont décidé de s'organiser pour commencer à se défendre. Et on peut dater la naissance du mouvement ouvrier de cette époque-là, 1862. Et ils n'auront de cesse, pendant cette décennie-là, de 1860, de s'organiser et d'obtenir des droits. Donc va être créé, par exemple, le mouvement de l'AIT, l'Association internationale du travail, qui, à partir de 1964, va commencer à s'organiser au niveau international, c'est-à-dire européen principalement. Allemagne, Angleterre, France, Italie. Ce n'étaient pas forcément des révolutionnaires, hein, c'était des gens qui voulaient défendre leurs droits, mais qui ont commencé à obtenir des choses, qu'on verra tout à l'heure. Les femmes aussi commencent à s'organiser, donc des journaux sortent comme Le Droit des femmes, dans lesquels on va retrouver des futures communardes. Vous allez, tout à l'heure on va parler de femmes comme André Léo, comme naturellement Louise Michel, comme Nathalie Lemel, qui sont des grandes figures de la commune, qui étaient déjà actives dans les années 60 pour défendre le droit des femmes. Alors pas forcément le droit de vote, qui n'était pas la revendication principale, et surtout l'égalité au niveau des salaires, par exemple, l'égalité au travail, etc. Donc, d'un autre côté, comme dans tout, disons, régime qu'on peut dire dictatorial, à un moment donné, Napoléon III va lâcher un peu de lest. Donc, par exemple, en 64, il va permettre, non pas un droit de grève, mais disons, la possibilité des ouvriers de se réunir, mais à condition qu'on ne dise pas du mal de l'Empire. Donc, disons qu'il y a des petites ouvertures qui vont se faire, mais dans lesquelles les ouvriers vont rapidement préparer donc un mouvement social. Ils vont profiter de toutes les occasions qu'ils auront de se réunir, et c'est une époque de grande grève qui va commencer. Donc là, par exemple, vous avez ici la grève du Creusot. La grève du Creusot, donc au milieu des années 1860, ou plutôt vers la fin d'ailleurs, elle a ceci de particulier que le président du Creusot, hein, c'est bon, des mines, acier, etc., était en même temps président du corps législatif. Le corps législatif, c'était Schneider. Le corps législatif, c'était l'Assemblée nationale. Maintenant, ça serait l'Assemblée nationale, c'est les députés qui, à l'époque, n'avaient pas énormément de pouvoir, il faut dire, mais il a fait envoyer la troupe, c'est-à-dire qu'il y avait une connivence entre l'État et l'industrie qui était très forte contre les ouvriers. Il y avait aussi ce qu'on peut dire du paternalisme, c'est-à-dire c'était l'époque des patrons qui, avec l'aide d'ailleurs du clergé,
disons, faisait des espèces de villes ouvrières où on construisait des maisons pour les ouvriers, mais il fallait qu'ils soient complètement aux ordres de l'entreprise et qu'ils ne fassent surtout pas grève, surtout pas de chalut et surtout pas de revendications. Donc c'est une grande époque du paternalisme. C'est vrai que le clergé, à ce moment-là, était vraiment allié avec les patrons pour justement, avec l'aide de Dieu, entre guillemets, dire que c'était la morale jouée pour que les ouvriers se tiennent tranquilles, en gros. C'est pour ça, pourquoi je dis ça, parce que c'est pour ça que pendant la Commune, il va y avoir un fort anticléricalisme quand même, mais qui ne part pas de rien, qui part quand même d'une situation de 20 ans au niveau du travail et au niveau de l'éducation aussi, qui sera importante. Donc il y a de plus en plus de mouvements dans la population. Il y a aussi, donc, comme les partis d'opposition sont interdits, il y a des sociétés secrètes. Donc là, il y a le Blanqui qu'on a vu tout à l'heure, c'est lui qui va être à la manœuvre. Alors il y a beaucoup de concepts d'opposition. Il y a déjà le marxisme, Marx existe, il a fait son manifeste date déjà de 1847 ou 48. Bon, il n'est pas encore très connu, mais ses idées commencent à se développer. Il y a aussi Proudhon, dont les idées se développent. Donc tout ça fait que... Alors, il y a aussi les Blancs qui sont... Autant Marx, lui, il est pour un soulèvement populaire de l'ensemble de la population, sur des idées, le socialisme scientifique, c'est-à-dire avec des principes très, très, très établis. Blanqui, lui, serait plus pour prendre le pouvoir en petits groupes. C'est pour ça que beaucoup de sociétés secrètes étaient blanquistes. Il a constitué une petite armée dans Paris, une petite armée secrète. Lui, c'est lieutenant, parce que lui-même va passer une grande partie de sa vie en prison, faut dire. Et donc, dans Paris, à la fin des années 60, il y avait 2000 à 3000 personnes qui pouvaient être mobilisées, armes à la main, on va dire. Et alors, justement, ici, on voit, à l'occasion de certains événements, comme les enterrements, souvent, il y a eu des tentatives d'insurrection. Particulièrement, on peut dater, le premier événement qu'on peut lier à la Commune, d'une certaine manière, en janvier 1870, où un journaliste qui s'appelait Victor Noir a été tué par un cousin de Napoléon III. Dans des circonstances... ce cousin avait le sang chaud, donc le journaliste a voulu aller l'interroger, rentrer dans son appart, il y a eu une altercation, un coup de feu est parti et Victor Noir est mort. Et là, à l'occasion de l'enterrement de Victor Noir, Victor Noir travaillait dans un journal, qui était un journal républicain, parce qu'à l'époque, l'opposition et les révolutionnaires, c'était des républicains. C'était un régime d'empire, et donc les révolutionnaires étaient tous républicains. Il y avait des républicains modérés, il y avait des républicains qui étaient pour une prise de pouvoir par les armes. Et donc, à l'occasion de l'enterrement de Victor Noir, il y avait, donc là, c'était des foules énormes qui se déplaçaient. L'enterrement se passait du côté de Neuilly, et une partie des gens qui y participaient avaient l'intention de marcher sur Paris à partir de cette foule de 100 000 personnes. C'était les moments où on pouvait réunir autant de monde. Ce jour-là, on était tout proche d'avoir une première insurrection, donc en janvier 70. Mais au dernier moment, c'est surtout la famille de Victor Noir qui a mis l'eau là, qui n'a pas voulu, le même jour de l'enterrement de leur fils, qui est un bain de sang. Voilà, donc,
Voilà, donc là on arrive, toujours dans les années 1860, on voit ici deux personnages qui ont été des communards très actifs, qui sont Nathalie Lemel et Eugène Varlin. Eugène Varlin, Nathalie Lemel. Donc si j'ai pris leur exemple, c'est que eux, ça a été finalement, comment dire, symboliquement, ils ont fait énormément de choses. Ils ont organisé une grève des relieurs à Paris, avec des revendications qu'on va un petit peu décortiquer parce qu'elles sont, moi je les trouve plutôt modérées. Et finalement ils ont commencé par gagner et ensuite finalement ça s'est retourné contre eux. Mais bon, ils demandaient de réduire par exemple la journée de 12 à 10 heures, fixer le salaire d'une journée de 10 heures à un taux équivalent à celui de 11 actuellement. On ne peut pas dire sur des révolutions révolutionnaires. Donc 10 heures payées 11, en gros, ça veut dire la journée ramenée à 10 heures payées 11. Augmenter les salaires des heures supplémentaires, voilà, etc., etc. Donc ça, c'est en septembre 64, 400 signataires, et dans ces signataires, on retrouvera beaucoup de futurs communards. À côté de ça, donc, cette organisation des relieurs, finalement, a été à la base du syndicalisme plus tard. De ce groupement-là va naître un certain nombre d'organisations qui, au bout du compte, va aboutir à la CGT. Voilà. C'est un petit peu les prémices de la CGT. À côté de ça, ils organisaient, il y avait une solidarité énorme entre les ouvriers. Par exemple, c'est là organisé ce qu'on appelle la marmite. La marmite, c'était des distributions de repas aux gens les plus pauvres, aux ouvriers en grève, etc. Tous ceux, par exemple, Louise Michel a participé aussi à ces actions qui étaient à la fois des actions politiques et des actions caritatives, entre guillemets. Voilà, et ils organisaient aussi des collectes pour financer les grèves. Voilà, donc ces deux-là, lui est mort pendant la Commune, elle a été déportée, elle était d'ailleurs voisine de Louise Michel en Nouvelle-Calédonie. Dès les années 60, ils étaient très actifs. Alors là, on va peut-être passer plus rapide. Enfin, là, on va croiser un petit peu ce que vous avez entendu le mois dernier sur la guerre de 70. C'est que là, effectivement, à la fin des années 60, les changements vont se précipiter avec la guerre de 70. Hein. Donc, un rapide rappel. Donc la guerre est déclenchée en juillet 70 et dès début septembre 70, Napoléon III capitule devant Guillaume Ier à Sedan. Napoléon III est fait prisonnier, donc il est prisonnier des Prussiens. Et donc l'opposition républicaine donc, au corps législatif, donc les députés, qui je vous le rappelle n'avaient pas de pouvoir, mais enfin il y avait quand même une assemblée. Palais Bourbon, hein, qui est le même qu'actuellement, sous la pression de la rue, qu'on voit ici, ce jour-là, donc qui est le fameux 4 septembre 70, qui est resté une date qui a donné son nom au boulevard du 4 septembre, par exemple, entre autres, qui est donc le jour où a été proclamée la Troisième République. Donc ce même jour, avant la proclamation de la République, donc il y a eu la destitution de Napoléon III qui a été votée par le corps législatif, parce que donc les républicains modérés voulaient faire les choses en règle, c'est-à-dire qu'ils voulaient que le corps législatif vote cette destitution. Donc ils ont essayé de faire les choses proprement, mais ils ont été aussi un petit peu débordés par le peuple, qui a demandé tout de suite la proclamation de la Troisième République. Et traditionnellement en France, les républiques se proclament à l'hôtel de ville. Je sais pas, je connais pas exactement l'origine, mais donc de l'Assemblée nationale, tout le peuple de Paris a remonté la rue de Rivoli pour arriver jusqu'à l'hôtel de ville. Donc on peut imaginer, Louise Michel le raconte très bien dans ses mémoires, des drapeaux rouges, des chants. En plus, il passait devant le palais des Tuileries, qui était le palais de l'empereur, qui n'était pas là, mais Eugénie était là. Eugénie, à ce moment-là, c'est quasiment elle qui gouvernait. Elle avait
elle avait un rôle important. Et d'ailleurs, elle est partie le jour même, hein, elle a réussi à s'enfuir ce jour-là. Et donc, la Troisième République est proclamée devant l'hôtel de ville le 4 septembre. Et là, tous les futurs communards y croient, parce que, par exemple, Louise Michel, que je connais un peu mieux, était très proche de ceux qui ont pris le pouvoir le 4 septembre. C'est-à-dire, on appelait ça le gouvernement des Jules. Vous connaissez Jules Ferry, Jules Favre, voilà. Gambetta. Après, elle va être très déçue, elle va se considérer quasiment comme trahie par ce gouvernement-là, parce qu'il ne prendra pas les mesures. Déjà, la mesure qui était demandée par les révolutionnaires à ce moment-là, c'était d'armer le peuple pour qu'il puisse défendre Paris. Bon, parce que ça, vous avez peut-être parlé. Donc commence en septembre le siège de Paris. Donc les Prussiens s'installent autour de Paris et coupent les voies de communication. Paris est affamé, donc là, on mange du chat, du chien, des rats. C'est un hiver qui est très très dur. On décime le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Voilà, donc, et à ce moment-là, à côté de la dureté de ce siège, il y a une espèce d'émulation populaire qui est très importante. C'est-à-dire que vont commencer à se réunir à la fois des clubs, c'est-à-dire qu'on va discuter dans les salles. Maintenant que l'Empire est tombé, les révolutionnaires peuvent s'exprimer. On fait tout de suite, dès le 5 septembre, le lendemain de la proclamation de la Troisième République, il y a des comités de vigilance qui se mettent en place dans Paris, c'est-à-dire que, principalement tenus par des ouvriers de l'Association internationale du travail, par des blanquistes aussi, par des 48ards dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ces gens-là se disent, il ne faut pas qu'on nous vole cette révolution. Donc, le gouvernement dit de défense nationale se met en place. Défense nationale parce que c'est encore la guerre contre les Prussiens. Il faut organiser donc ce dont vous avez entendu parler le mois dernier. Mais à Paris, il y a quand même une autre idée sous-jacente des révolutionnaires, c'est de mettre en place une commune de Paris. Alors une commune de Paris, c'est en fait... Les définitions, les gens ne sont pas complètement d'accord, même maintenant. C'est-à-dire que la commune, c'est une assemblée la plus démocratique qui soit. Par exemple, dans une commune, il n'y a pas d'exécutif. Il n'y a pas d'exécutif s'il n'y a pas de Premier ministre, il n'y a pas de président, il n'y a pas de Premier ministre, il n'y a ni de ministre. Et il y a simplement une assemblée élue. Je ne vais pas commencer à avancer parce qu'on va en parler au moment de la commune, mais disons que à l'époque, l'idée c'est de refaire une commune qui avait déjà préexisté en 92-93 de manière très très succincte. Et donc ces gens-là, des comités de vigilance, ont des demandes très très tranchées. Ils veulent, qu'on continue le fameux moratoire sur les loyers, parce que Paris est affamé, donc il y a des choses qui sont très... je crois que j'ai la liste qui est derrière. Voilà. Donc ce comité central, il demande, par exemple, que la police soit faite par les municipalités, qui est plus, parce que la police était à l'époque très très en guerre contre tous ces mouvements, réquisition des logements et denrées, armer les citoyens et lever en masse. Alors ça c'est le point, à la limite un des points principaux, parce que c'est un mouvement aussi patriotique. C'est-à-dire que dès le départ, le gouvernement qui se met en place de défense nationale, ils ont dans l'idée quand même que la guerre est perdue contre les Prussiens. Bon, les batailles vont commencer, mais ils ne veulent pas armer le peuple. Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont peur aussi, justement, des mouvements révolutionnaires, que si on les arme, après ça va se retourner contre eux. Donc c'est une période où les choses vont se mettre en place. C'est-à-dire qu'au départ, si je me répète un peu, au 4 septembre, tout le monde est plus ou moins d'accord dans un élan, on a réussi quelque part, à profiter de la capitulation de Napoléon III
pour réinstaller la République. Mais après, très rapidement, il y a ceux qui voudront mettre en place ce qu'on appelle une république sociale, hein, qui est une république, et puis à côté, il y a les républicains modérés, qui vont, eux, dès le départ, ne pas vouloir faire la guerre à outrance, vont vouloir composer avec les Prussiens pour ensuite remettre la France sur pied. Voilà. Donc là, du coup, dans Paris, je rappelle, c'est un Paris assiégé, Paris affamé, mais les mouvements révolutionnaires continuent à être actifs, et principalement par les femmes. Les hommes sont quasiment tous ce qu'on appelle à la garde nationale. La garde nationale, c'était finalement, je crois qu'il y a plus de 300 000 Parisiens qui sont dans la garde nationale. C'était à la fois pour la défense de Paris, mais c'est aussi pour avoir un revenu. C'était un revenu très très faible de la garde nationale, mais c'était un minimum pour faire manger sa famille, mais qui était un minimum qui n'était pas suffisant d'ailleurs. Et à côté de ça, donc les femmes étaient à la fois à la recherche de nourriture, et aussi, donc du coup, c'était elles qui participaient beaucoup aux manifestations. C'est-à-dire qu'on se réunissait dans les clubs. Dans les clubs, il y avait aussi beaucoup de femmes. Donc là, on voit ici un exemple de club. Et quand on avait pris des décisions, on voulait les remonter à l'hôtel de ville pour imposer ces décisions-là à l'hôtel de ville. Et chaque fois, ça crée des troubles. C'est-à-dire que chaque fois à l'hôtel de ville, il y avait des gens qui s'amassaient, et le gouvernement qui se tenait, le pouvoir se tenait à l'hôtel de ville, qui se défendait avec des gardes nationaux qui étaient loyaux, etc. Et c'est pour ça que le 31 octobre, il a failli y avoir une première commune. Le 31 octobre, les manifestants investissent l'hôtel de ville. On retrouve là-dedans les futurs dirigeants de la commune, hein, les Blanqui et autres. Et là, ils arrivent à faire, à imposer la commune. Donc, au balcon, le 31 octobre, au balcon de l'hôtel de ville, une commune est proclamée. Mais le gouvernement défenseur a été malin, c'est-à-dire qu'il savait que dans la nuit, des soldats allaient revenir. Donc il y avait des soldats qui sont passés par des souterrains, enfin, tout ça est assez rocambolexe. Pendant que la commune était proclamée, les gens commençaient à rentrer chez eux. En fait, dans la nuit, il y a eu retournement de situation. Et au matin, les Parisiens se sont réveillés avec des nouvelles contradictoires par rapport à la veille. Parce qu'à ce moment-là, en fait, l'information allait très vite, parce que déjà, on était dans un espace restreint à Paris, et tout était rapidement placardé sur les murs. Parce que même le soir du 31 octobre, l'imprimerie nationale fonctionnait, c'est-à-dire que Blanqui a fait tirer une affiche dans la nuit, et le lendemain, il y avait une autre affiche contradictoire. Donc, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais les nouvelles allaient quand même vite. Voilà, donc 31 octobre, ça a marqué quand même, parce qu'après, il y a des gens qui ont été arrêtés. Après, justement, Blanqui, après 31 octobre, il est resté en prison, même pendant la commune. Il y en a d'autres, comme Flourens ou d'autres, dont on va parler tout à l'heure, qui se retrouvent aussi en prison. Voilà, donc les mouvements dans Paris continuent, les clubs continuent, donc le 30... pardon, je vais un peu trop vite. C'est le siège de Paris. Donc ici c'est le 31 octobre. La situation empire, les Prussiens mettent de plus en plus la pression. Par exemple, début janvier 71, les Prussiens commencent à bombarder Paris. Enfin, donc ils sont principalement installés au sud-ouest, et ce sont le grand quart sud-ouest de Paris qui est sous les bombes. Hein. Et donc la pression est de plus en plus forte, et finalement le gouvernement de la défense nationale accepte de faire une sortie, ce que voulaient les communards, c'est-à-dire faire une sortie, c'est-à-dire armer les citoyens, et qu'on essaye de casser de casser le siège, et donc toujours en allant vers Versailles, parce que les Prussiens étaient aussi installés à Versailles, comme plus tard le commandant de Thiers, mais
on y reviendra. Donc ils essayent de casser, et c'est un échec complet, parce que les soldats sont mal dirigés, les généraux connaissaient, ils se sont trompés dans le chemin de Versailles. Enfin, ça a été une grande défaite mi-janvier, pardon. Il y a une défaite assez importante. Et dès le 22 janvier, qui est ici, donc nouvelle manifestation devant l'hôtel de ville, là, ça chauffe tellement qu'il y a un échange de coups de feu. Donc c'est là où, par exemple, c'est la première fois qu'il y a un échange de coups de feu entre, on va dire, les loyalistes, hein, les compagnies de la garde nationale qui étaient restées fidèles au gouvernement, et les insurgés, dont déjà des membres de la garde nationale. Donc des coups de feu sont échangés, des gens restent sur le carreau. Par exemple, Louise Michel, c'est la première fois qu'elle tire sur des soldats à ce moment-là. Et là, ça va précipiter les choses, en fait. Là, on est le 22 janvier, donc après ça, en fait, Paris capitule. Donc la capitulation est signée. Voilà. Là, on voit Adolphe Thiers, j'aime bien la position qu'il a complètement affalé devant Bismarck, genre, je sais pas si c'est Bismarck ou Guillaume Ier. Et là, c'est Jules Favre, justement. Alors, Jules Favre, qui faisait partie du gouvernement de la Défense nationale, qui était, contrairement à Thiers, qui lui était un monarchiste, Jules Favre, c'était un républicain, quand même. C'était un républicain modéré, qui était d'ailleurs un professeur de Louise Michel, hein, voilà, c'est de ceux qui ont préféré, donc ce sont des gens républicains donc, qui étaient contre Napoléon III, mais devant la violence de la Commune, ont préféré, étaient devenus anticommunards. Donc capitulation fin janvier de Thiers devant les Prussiens. Début février, on voit les Prussiens qui défilent dans Paris, donc ça c'est... Alors bon, ils ont fait juste un tour, hein. Ils sont restés 3 jours dans Paris, c'était symbolique, mais après ils se sont remis au port de Paris, et donc les termes de l'armistice étaient l'Alsace et la moitié de la Lorraine, hein, qui leur revenait, et une somme astronomique dont il me semble que c'est 5 milliards. Voilà, donc là on rentre dans un autre régime, c'est Thiers qui se met, qui prend la direction du gouvernement. L'Assemblée qui était exilée à Bordeaux revient à Versailles. Et voilà, des élections sont organisées où principalement ce sont les monarchistes qui l'emportent, sauf à Paris, ce sont les républicains qui l'emportent. Donc voilà. Paris reste quand même républicain. Tout ça nous amène... alors, à côté de ça, les révolutionnaires n'ont pas perdu espoir. Ils continuent à s'organiser à certaines occasions. En particulier, ils sont assez influents, justement, toujours dans l'organisation de la garde nationale, qui est cette fameuse... armée de Paris, enfin, qui a un fonctionnement assez particulier, c'est que les chefs sont élus. Donc les insurgés sont très très actifs dans cette guerre nationale, qui au moment de la Commune se scindera en deux, on verra. Et tout ça nous amène au 18 mars, qui est le basculement. Parce que ce qui se passe, c'est que les Parisiens ne veulent pas rendre les canons. Pour la défense de Paris contre les Prussiens, il y a eu des souscriptions où les Parisiens avaient financé des canons pour défendre Paris. Dès qu'il y a eu l'armistice, naturellement, une des exigences du gouvernement poussée par les Prussiens était de récupérer ces canons. Les Parisiens ont mis les canons sur les hauteurs, c'est-à-dire Montmartre, Belleville, etc., pour les protéger. Et donc ils s'auto-organisaient pour protéger les canons, pour surveiller Montmartre, etc. Et le 18 mars, Thiers, donc le gouvernement, organise et ordonne la reprise des canons. Donc là,
c'est le fameux 18 mars où est déclenchée l'insurrection. Les soldats, au petit matin, montent sur la butte Montmartre en passant par l'arrière. Enfin, ils avaient préparé leur coup. Il y avait des veilles donc des Parisiens, dont d'ailleurs Louise Michel a rencontré, parce qu'il se trouve qu'elle était présente ce jour-là. Donc elle habitait à Montmartre. Et rapidement, il y a un soldat qui menait la garde, la garde nationale qui menait la garde, qui est blessé grièvement. Et le premier qui va essayer d'ailleurs de le guérir, c'est Clémenceau. Clémenceau, qui est à ce moment-là médecin à Montmartre, qu'on retrouvera à la fois pendant la Commune. Il n'a pas été communard, mais il a eu un rôle quand même important. Et Clémenceau, après, on le retrouvera, il gouvernera la France plus tard. Et à ce moment-là va se passer donc des événements qui sont importants, c'est-à-dire que les soldats de Thiers essayent de reprendre les canons, donc ils ne sont pas très bien organisés, ils avaient oublié de prendre certains matériels pour les faire redescendre. Les Parisiens ont le temps de se mobiliser et montent à Montmartre pour se mettre devant les canons, et c'est principalement des femmes qui se mettent devant les canons pour les protéger. Il y a deux généraux de Thiers qu'on commence à appeler à ce moment-là les Versaillais. On les appelle les Versaillais parce que c'est le gouvernement de Versailles, donc ceux qui sont contre la Commune seront nommés les Versaillais. Donc les soldats versaillais, les généraux versaillais demandent aux soldats de mettre en joue les gens qui se mettent devant les canons pour les protéger, donc un moment très tendu. Et un des soldats, qui s'appelle Verdaguer, dit crosse en l'air, et il y a une fraternisation à ce moment-là entre les soldats versaillais et les gens qui étaient là pour protéger les canons. Et à partir de là, ça se répand comme un feu de poudre à travers Paris, c'est-à-dire que dans chaque quartier, on va essayer de fraterniser, les Parisiens vont essayer de fraterniser avec les soldats de Versailles pour tenir la ville et ensuite organiser une commune. Et donc là, en fait, Thiers va être assez malin, c'est-à-dire qu'il va, au lieu d'essayer de se battre tout de suite, là il était en mauvaise posture, il va abandonner la partie à ce moment-là. C'est-à-dire il va sauver ce qui est sauvable, c'est-à-dire les soldats qui lui restent loyaux, il va les rapatrier sur Versailles. Et finalement, il va laisser les Parisiens livrés à eux-mêmes dans Paris. Parce qu'il sentait qu'il y avait de plus en plus de fraternisation, et assez rapidement, il allait perdre l'ensemble de la guerre nationale qui tenait Paris. Et après, là, ça aurait été quasiment impossible de récupérer Paris. On verra plus tard que c'était un plan qui était réfléchi, le fait de quitter Paris comme ça. Bon, et alors là, 18 mars, donc se met en place le gouvernement de la Défense nationale quitte l'hôtel de ville, se replie sur Versailles et se met en place un exécutif intermédiaire qui est le comité de la garde républicaine, c'est-à-dire la garde nationale, le comité de la garde nationale, c'est-à-dire ceux dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui avaient une organisation interne d'élus, etc., créent un exécutif qui a pour fonction d'organiser des élections. Parce que dès le départ, et d'ailleurs après les historiens analyseront beaucoup ça, parce que la Commune aurait eu un autre destin si au départ il n'y avait pas eu cet instant démocratique. Donc fin mars 1871, la première idée, donc l'insurrection a eu lieu le 18 mars, il y aura des élections le 26 mars, donc en moins de 10 jours, on va organiser des élections. Elles devaient même avoir lieu avant, mais elles ont été retardées parce qu'il y a eu quelques heures, il y a eu une réaction contre les insurgés place Vendôme par des groupes de bourgeois armés. Il y a eu des échanges de coups de feu, donc tout ça a retardé les choses. Il y a eu aussi des premières tentatives de conciliation, mais bon,
Donc ça devait même avoir lieu plus tôt. Donc le 26 mars ont lieu des élections à la commune. Et là c'est intéressant de s'arrêter un petit peu sur le texte des élections, parce qu'en fait je pense que c'est quelque chose qu'on ne reverra pas dans l'histoire de France plus tard. C'est-à-dire que on peut en lire quelques lignes. Donc ça c'est le comité central qui parle, hein, donc, qui était un pouvoir temporaire. Notre mission est terminée, nous allons céder la place dans votre hôtel de ville à vos nouveaux élus, vos mandataires réguliers. Aidés par votre patriotisme et votre dévouement, nous avons pu mener à la bonne fin l'œuvre difficile entreprise en votre nom, bon, etc., etc. Alors après, voilà, il y a des conseils que je trouve... ne perdez pas de vue que les hommes qui vous serviront le mieux sont ceux que vous choisirez parmi vous, vivant de votre propre vie, souffrant des mêmes maux. Voilà, donc ça insuffle l'idée d'un gouvernement qu'on verra, qui sera vraiment un gouvernement ouvrier, hein, pour le coup. Bon, etc., etc. Donc, si vous avez l'occasion de relire ça... Voilà, cherchez des hommes aux convictions sincères, des hommes du peuple, résolus, actifs, ayant un sens droit et une honnêteté reconnue. Bon. Alors, donc ces élections, alors ça c'est des mots, hein, mais dans les actes même, en fait, une chose importante, c'est que en fait, ce sont des élections avec des mandats impératifs et révocables. C'est-à-dire que révocable, ça veut dire que les élus, sur décision du peuple, peuvent être révoqués, c'est-à-dire à tout moment. Impératif, c'est-à-dire qu'ils sont élus pour la mission qu'on leur a confiée, c'est-à-dire si en gros, ils dérogent au programme qui était prévu, ils sont virés. Alors, si on replace les choses dans le présent, à une époque où le mensonge est quand même... La plupart ne vont pas avoir de boulot, etc. Il va rester une grande solidarité, une grande entraide ensuite entre les communards. Hein. Mais alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il se trouve qu'à cette époque-là, il y a eu une révolte kanak avec un chef, Ataï, qui a attaqué les Français colons sur place. Et les communards étaient divisés, parce qu'en fait, bizarrement, c'est là qu'on voit que c'est comme une certaine époque, les communards prenaient les Kanaks, considéraient les Kanaks aussi comme des sauvages, et sauf Louis Michel. Donc le Louis Michel et très peu de gens avaient compris déjà ce qui commençait à être voilà, un esprit anticolonial. Voilà, qui était naissant, parce qu'à l'époque on était encore, toutes les colonies n'avaient pas été conquises, hein. L'Algérie oui, la Tunisie c'était pas encore fait. Voilà, donc beaucoup de solidarité et d'amitié vont se forger. Alors à partir de là, en France, en métropole, s'organiser une grande action pour obtenir l'amnistie des communards. Donc ça c'était les républicains modérés étaient à la tête de ça, dont Victor Hugo, principalement, dont Clémenceau, voilà, donc des gens comme ça qui n'avaient pas participé à la commune, mais qui n'étaient pas anti-communards, ont œuvré pour l'amnistie des communards. Et finalement, il y a eu une amnistie générale en 1880, et il y a eu des amnisties partielles entre-temps, mais une amnistie générale en 1880. Dont Louise Michel a attendu l'amnistie générale, parce qu'elle était très particulière, c'est qu'elle ne voulait absolument pas avoir d'amnistie particulière. C'est-à-dire c'est soit tout le monde, soit personne. Elle était particulière. Et voilà, à partir de là, en fait, le mouvement ouvrier en France avait suivi son chemin aussi, et la commune est devenue un symbole. C'est-à-dire que les communards... au moins l'idée de la commune a été très importante pour après l'évolution du mouvement ouvrier. C'est toujours une référence. Ça a été une référence aussi pour la révolution russe. Hein.
Voilà. Et depuis, voilà, c'est plus une référence qui est quand même souvent récupérée par beaucoup de gens de façon parfois un petit peu exagérée, hein. Y compris d'ailleurs, moi j'ai trouvé des textes de nationalistes comme Barès, des gens en gros qui étaient des anti-dreyfusards nationalistes qui sont allés se commémorer la commune. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'idée de la défense contre les Prussiens. Enfin, c'est vraiment très très minoritaire. Mais ensuite, la commune a été un symbole pour les mouvements ouvriers, pour les mouvements de gauche, pour l'anarchie, jusqu'à nos jours où maintenant ça reste disons, une forme d'utopie. Il y a une espèce d'idéalisme qui se développe autour de la commune. Et chaque année, encore, il y a le 29 mai, c'est-à-dire le dernier jour de la date du dernier jour de la commune, il y a ce qu'on appelle une montée au mur. Montée au mur, c'est-à-dire qu'on va rendre hommage au mur des fédérés qui se trouve au cimetière du Père-Lachaise, qui est un lieu symbolique où il y a eu beaucoup d'exécutions aussi de fédérés dans ce cimetière. Et là, c'est donc en 2021, c'est ce qui était très particulier, parce que c'était à la fois les 150 ans de la commune. En 2020, il n'y avait pas eu de montée au mur à cause du Covid. Et là, du coup, moi j'ai jamais vu autant de personnes, il y avait presque 10 000 personnes, et en plus il faisait un soleil radieux, le 29 mai, il y a 10 000 personnes qui sont montées au mur, et disons que c'est un des rares endroits actuellement où on peut un peu sentir et se mêler à, disons, un peuple de gauche, comme on pourrait dire, ce qui n'est pas toujours évident par les temps qui courent. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que je trouve qu'il est intéressant de réfléchir pour conclure mon intervention et redonner la parole à mes hôtes. On peut se poser des questions du style: que reste-t-il de la commune? Voilà, quelles sont aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait appeler expérience communaliste? Il y en a qui se réclament de la commune aujourd'hui, enfin de manière même politique, comme par exemple les Chiapas au Mexique, les Zapatistes, les Zadistes, les Kurdes du Rojava. On retrouve des références à la commune actuelle par rapport à des actions concrètes qui sont autres que des actions idéalistes. Et aussi d'ailleurs les Gilets jaunes, d'autres partis se réfèrent à la commune. À quoi ressemblerait un mouvement communaliste aujourd'hui? Voilà. Que serait devenue aussi la commune sans sa répression? Si vous avez des questions au passage et que vous avez des réflexions par rapport à tout ça, en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet exposé sur la commune. N'hésitez pas à se donner des questions, je le répète au micro, c'est pour que les gens répondent. Doit-on parler d'une révolution, d'une révolte ou d'une insurrection? Ça a commencé par une insurrection, mais c'est une journée, c'est à l'occasion de... Mais moi je parlerais d'une révolution, hein, une révolution, parce qu'il y avait quand même un projet politique préparé, dont on a vu d'ailleurs la liste des décrets était déjà réfléchie à l'avance. C'est une révolution, à mon sens. C'était 82 personnes, c'était une décentralisation complète en fait. C'était peut-être vous à l'échelle de la démocratie. Sûrement, mais alors je pense qu'après, justement, dans l'idée, qu'est-ce que serait une commune maintenant? Enfin, à mon sens, d'ailleurs même c'était dans l'idée, par exemple on n'aurait pas pu faire une commune sur toute la France par principe. Voilà. Donc on aurait pu faire des communes. La commune de Marseille, la commune de Paris. Exactement, avec des relations, voilà. Mais donc ce genre de démocratie complète ne peut être que sur un territoire géographique restreint. Voilà. Mais est-ce que c'est bon? Maintenant c'est vrai que le monde va sur une globalisation de l'information, mais bon. On pourrait trouver, enfin au moins dans l'idée,
y a-t-il un pouvoir quelque part, une organisation qui ne soit pas pyramidale quand même? En tout cas... Eux, ils sont là, 82, et s'il n'y a pas une centralisation et une pyramide, est-ce que ça peut marcher? Voilà, mais est-ce qu'on peut dire aussi, par exemple, avec la perte, il y a de moins en moins de gens qui votent aux élections, par exemple, ça n'empêche pas que de plus en plus de gens se mobilisent autour de certains problèmes, communautés, etc. Finalement, on peut dire qu'il y a, oui, ça se divise quand même un peu. Qu'il y a une division. Voilà, c'est qu'on est passé à autre chose. C'est-à-dire que depuis la fin du communisme libéral, je pense que les grands mouvements ouvriers, les grandes grèves, etc. Non, mais par contre, les actions, on les voit d'ailleurs, les dernières actions qui sont faites, les syndicats n'ont plus vraiment le pouvoir de les mener, mais il n'empêche qu'il y a beaucoup de gens qui s'expriment, que ce soit de manière peut-être un peu chaotique à travers les réseaux, mais quelque part c'était un peu le cas aussi pendant la Commune, tout pouvait se dire et son contraire. Ne serait-ce par exemple que la Marseillaise, c'est-à-dire que pendant la Commune, certains chantaient la Marseillaise, mais les blanquistes non, parce que pour eux, Napoléon III avait récupéré la Marseillaise. Par contre, pour d'autres, voilà, c'était le symbole de la Révolution contre Napoléon III. Moi, je pense que la dame, elle pose une question tout à fait intéressante en disant, enfin, moi, je suis tout à fait intéressée par votre question parce que c'est la question essentielle, c'est-à-dire les Parisiens cherchent oui, c'est bien sûr une révolution, ils cherchent à renverser, la monarchie, deux, les capitalistes qui les font crever. Donc, bien entendu que Thiers, il reçoit le secours des Prussiens, parce que, la bourgeoisie, elle a tremblé quand même. Ils en avaient déjà vu un petit peu, puis d'ailleurs, vous allez en voir 30 ans plus tard avec 1905, et puis après avec 1917. Donc, effectivement, c'est une révolution pour exproprier les grands financiers, comme vous avez dit tout à l'heure, qui tiennent tout, quoi. Thiers, il a le pouvoir. C'est pas une démocratie dans laquelle ils sont, ces gens. Ils ont le droit de rien dire. Travailler 10 heures par jour, crever de faim, ne pas être soignés, ils vivent ça. Donc, surtout au niveau du Second Empire. Après... Tout à fait. Et voilà. Après, les choses vont se faire finalement. Je pense que grâce aussi à la Commune, qui quelque part a été un impulseur, les décisions qui vont se mettre en place dans cette Troisième République qui commence de manière chaotique, finalement sont celles d'une société moderne. On parlait de l'Église et de l'État, parce que cette Troisième République, elle va durer jusqu'en 1940, enfin même 1945. Donc c'est les bases et les prémices de notre société d'aujourd'hui. C'est même déjà toutes les écoles, enfin l'éducation, mais ça a été poussé à la fois avant la Commune par les républicains modérés, qui étaient d'ailleurs des amis des futurs communards. Ils avaient même par exemple le programme de Gambetta aux élections de 1869. Il y avait, si on compare ça au décret de la Commune, il y avait des choses qui étaient identiques. C'est moderne, hein. Voilà. Il y avait la séparation de l'Église et de l'État, etc. Mais après, c'est sur les moyens, c'est toujours la même chose. Les gens sont divisés sur les moyens. Et tout ça, le fait de l'insurrection, c'est toujours un mélange de plusieurs... Pourquoi les communes n'ont pas marché en province? Parce qu'ils ne ressentaient pas la guerre de la même manière aussi. Si les Parisiens n'avaient pas été affamés comme ça, c'est l'énergie du désespoir aussi. Cette insurrection-là n'aurait peut-être pas eu lieu de la même manière. Après, par contre, il y avait un mouvement de fond ouvrier, principalement guidé par l'AIT. Il y avait un mouvement de fond, parce que tous ceux qui ont essayé de faire des communes en province venaient principalement de ces gens qui avaient fait la grève, de l'AIT, etc. Mais ils n'avaient pas la même expérience tragique. Et voilà, et ça, on donné... Une mise en commun de la base de cette pyramide dont je parle, c'est une union de tous ces ouvriers pour la société. Tout à fait. Et ce qu'ils attendaient de Paris. Malheureusement, il leur manquait quelque part ce qu'on appelle les élargs aujourd'hui, avec quelques pensants qui savent écrire.
Donc tant mieux s'il y a la russe qui vient, le polonais qui vient, etc. Parce qu'il fallait quand même peut-être des gestionnaires quelque part pour... Et ce qui est intéressant, c'est que les communes de province, dans leur manifestation, écrivent Vive Paris. Ça fait toujours... À Marseille, ça fait toujours rire quand on fait des conférences sur thème particulier. À Marseille, en 1971, on disait Vive Paris. Parce que c'est la commune de Paris. Voilà, d'autres... Vous avez tout à fait raison que c'était complètement lié à l'état de la société, quoi, et aux souffrances que c'était la motivation principale de renverser la table. Le projet politique, c'est un effort important de renverser un système dans lequel les gens n'ont pas la parole. Tout à fait. Et qui s'appelle à peu près une république. Et d'ailleurs, vous dites que ça a donné naissance, et vous le dites aussi, monsieur, à nos sociétés modernes. C'est exact. On est toujours très peu consulté. On est dans un drôle de système, parce que on est dans une démocratie, mais nous avons, comme ces gens-là, pas notre mot à dire. Par exemple, le principal sur cette planète, ce sont les grandes industries qui font ce qu'elles veulent. On n'a pas de médicaments dans ce pays parce qu'elles ont décidé de les faire ailleurs. On n'a pas ça, on a trop de ça. C'est l'industrie du luxe, par exemple, qui fait les plus gros chiffres, et l'industrie des armes. C'est le premier budget, le premier rapport en France, les armes. Mais là-dedans, nous tous, on n'a jamais notre mot à dire, on n'est pas consultés. On est consulté une fois tous les 5 ans. Et alors, c'est tout à fait. Je suis assez d'accord. Mais c'est entendre. Et surtout, on retrouve en plus ce qui est intéressant, c'est que pendant une longue période, quand même, au XXe siècle, des gouvernements, quels qu'ils soient, avaient un pouvoir de changer les sociétés. Mais comme vous le dites justement, je trouve que l'économie, maintenant même les gens élus démocratiquement sont un peu poings et pieds liés par rapport au pouvoir économique. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que les jeunes, principalement, inconsciemment, s'aperçoivent de ça et se disent que la démocratie telle qu'elle existe actuellement, avec des élections classiques, des représentants, etc., avec une expression tous les 5 ans, n'est plus adaptée. Et dans leurs abstentions, je trouve que c'est aussi quelque chose qu'ils expriment. Et voilà, et ils vont prendre les outils d'une démocratie plus directe, qui même si elle est chaotique, c'est les réseaux, etc., ils s'expriment. Voilà, et quelque part, ça ressemble... c'est les mêmes ingrédients sans être les mêmes causes, à un moment un petit peu comme ça chaotique était la commune, parce qu'elle succédait à une période de guerre où voilà. Donc il y avait des clubs, la manière dont s'expriment maintenant les gens à travers des manifs, des réseaux, etc. C'est l'équivalent des clubs et des gens qui allaient dans les clubs. C'est pour ça que moi j'avais bien aimé l'exercice politique de Macron dès le départ, comme un club, en se mettant au centre et en ayant l'impression de vous écouter. L'impression de... C'est voilà, ça. On ne peut pas aller avoir écouter 65 millions de Français. Il y en a eu pas mal comme ça. Non, mais il faudrait le faire, mais à des échelles... Oui, est-ce que la commune aurait pu exister, non pas sans la défaite, mais sans tout simplement la guerre contre les Prussiens? Je ne suis pas trop fait de la guerre, mais je crois que c'est Napoléon III qui a déclenché la guerre contre les Prussiens. Donc il ne la déclenche pas, il n'y a pas de conflit. Est-ce qu'elle est douée? En tout cas, si on se base sur l'année 70, honnêtement, il y avait de plus en plus de pression des blanquistes, des mouvements révolutionnaires. Il y aurait eu quelque chose. Il y aurait eu quelque chose. Il y aurait eu quelque chose. Mais là, c'est vrai que le contexte de guerre, alors, il y aurait quelque chose, une forme différente peut-être. Hein. Il n'y aurait pas eu cette énergie du désespoir dont on parlait, mais il y aurait quelque chose. Il y avait quand même... il y avait quelque chose. Il y avait des grandes grèves, il y avait des grands conflits, il y avait de la violence, il y avait des sociétés secrètes. Comme toutes les périodes dictatoriales, ce qu'on peut le second dire en études quand même, elle est arrivée à bout de souffle. Hein. C'est comme... voilà, elle arrivait à bout de souffle. Donc elle laissait un petit peu d'ouverture. Et de là, souvent, les dictateurs, ils commencent
la dictature ça marche tant qu'on laisse pas une petite ouverture. Ouais. Voilà, à un moment donné, ils ont toujours l'impression que les gens sont d'accord avec eux, qu'ils ça y est, ils sont... mais non. Il y a l'autre dans le pouvoir. C'est ça. Il y a un point que je trouve qui est un peu amoindri, c'est le rôle quand même des républicains modérés. Les Jules Ferry et autres, qui ont eu un rôle très actif contre la commune. Oui. Alors, ils ont toujours trouvé comme excuse de dire, mais là, en fin de compte, le droit tout à l'heure a été posé, le droit il était pour tiers. Il y avait eu des élections en France où la majorité, c'était les royalistes. La majorité. Et des gens comme Jules Ferry ont attaqué la commune en disant, comme ça on va peut-être protéger la République, ce qui est une démarche assez courante des hommes politiques qui sont prêts à sacrifier les plus pauvres pour défendre une institution qui va peut-être évoluer dans le bien, dans le mal. Et ça, on l'oublie complètement. On défend les Jules Ferry, les autres, mais c'est... Mais alors, c'est pas faux qu'il y avait une forme de sincérité. Tu vois, par exemple, juste avant la Commune, les républicains modérés, les Favre, les Pelletan, etc., ils avaient organisé, par exemple, des cours dans Paris, c'est rue de Hautefeuille, par exemple, auquel toutes les institutrices, Louise Michel a aussi participé. Donc il y avait quand même un élan républicain. En 71. Non, je parle juste avant. Voilà. Oui. Et après, le chiffre, ça a été que ces républicains-là ne supportaient pas qu'on touche aux institutions. On regarde le 4 septembre, on en parlait tout à l'heure, ils ont fait des pieds et des mains pour ce jour-là, alors que Napoléon III venait d'être défait, pour que sa destitution se fasse par un vote, etc. Alors qu'il y avait l'Assemblée était remplie, voilà, je veux dire, on pouvait proclamer la République, personne. Mais même dans un régime qui était un régime dictatorial, ils ont voulu faire ça dans les règles. C'est toujours un peu le voilà. Enfin, on va dire, c'est un problème qu'on peut trouver maintenant entre ceux qui sont partisans de toujours être comment dire en règle par rapport aux institutions et ceux qui veulent aller plus loin par un mouvement révolutionnaire. Ça, Mais c'est ce qu'ont voulu faire les communards aussi. Tout à fait. Mais alors d'une manière non mais c'est vrai, tout à fait. Seulement la différence, c'était à l'époque, c'est vrai qu'on avait un État centralisé, il y avait une commune qui décidait d'un seul coup. On a attendu quand même, nous les Parisiens, 150 ans pour avoir une commune qui décidait à peu près. Parce que, faut pas oublier, le premier maire de Paris, c'est Chirac. Oui, ben alors là, pour le coup, la commune, c'était pas ça. La commune, il n'y avait pas, quelque part, un maire de Paris. Il y avait justement des... Et il y avait d'ailleurs une bataille entre le... Ce qu'a réclamé les Parisiens, c'était ça, parce que Paris a toujours été considéré comme une commune à part. Par les rois, Là, tout ce qu'ils demandaient, c'était on s'autogouverne nous-mêmes. Et ils étaient très clairs, ils disaient ailleurs, ils font ce qu'ils veulent. C'était même par quartier d'ailleurs. Voilà, on ne peut pas imposer à la province. Oui, mais il y avait quand même, parmi les communards, il y avait des internationalistes. C'est-à-dire que même par exemple, au début de la guerre contre les Prussiens, il y a eu un appel aux Allemands, fait par de futurs communards. Il y avait quand même cette idée, c'est pour ça que c'est ambigu, enfin c'est complexe on va dire. Parce qu'il y avait à la fois cette idée de la solidarité internationale envers les ouvriers, qui était née des mouvements de la fin de l'Empire, et cette volonté aussi de faire la guerre totale contre les Prussiens. C'est-à-dire qu'on distinguait bien, à la limite, le pouvoir prussien de l'ouvrier allemand de manière générale. Au départ, c'était pas... là, je reviens à ce que vous disiez, c'était une guerre aussi, quelque part, contre le capitalisme. C'est-à-dire qu'on mettait Bismarck, le prussien et Thiers, le français dans le même panier, quelque part. Et alors qu'il pouvait y avoir une solidarité au niveau des ouvriers. C'est-à-dire que c'était pas la guerre entre les ouvriers allemands et les ouvriers français. Non, c'est bien ce que j'ai dit. Voilà. J'ai dit c'est une guerre de classe. Tout à fait. Et la guerre de classe réunit... Mais pas que. C'est une guerre de classe, mais pas que. C'est essentiellement une guerre de classe, c'est les cèdres renversés. Tout à fait. Les cèdres renversés, la classe dirigeante. Tout à fait. C'est cette prise de pouvoir. Et j'ai été surprise quand vous dites que tout était prêt à l'avance, etc. Parce que l'AIT, Marx et les autres, Engels et les autres avaient réfléchi, évidemment, sur comment faire. Dans le manifeste de Marx, on voit des choses. Mais ces gens ont géré au jour le jour. Ils ont fait, sur le tas. Oui, mais les gens qui étaient... Ils ont géré les hôpitaux,
ils ont géré les Oui, non, écoles, ils ont géré les mais distributions. le principe général, c'est-à-dire que, par exemple, les Édouard Vaillant, on en parlait tout à l'heure, Je sais pas si j'ai raison, mais c'est une question. ils avaient, alors ils ont dû gérer au jour le jour, surtout en temps de guerre. Ils ont appris. Mais au niveau des idées, par exemple au niveau de la séparation de l'Église et de l'État, au niveau, Oui, bien sûr, ça oui. il y avait déjà, il y avait eu Proudhon, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu une éducation populaire, politique était importante. L'Église avait montré à tous ces gens qu'elle avait toujours soutenu la royauté. Tout à Le fait. roi était roi de droit divin par le pape. Alors, Donc, les gens, ils avaient... Enfin, Tout à ceux fait. qui ont essayé de se battre contre... Tout à fait. Alors là où c'est plus complexe, quelque part Napoléon III était à la fois protégé le clergé français, mais était allié à des Italiens qui étaient contre le Vatican. Alors, les choses. Oui, mais enfin, il défendait son camp, il Tout à défendait fait. sa classe, il défendait la très grande bourgeoisie. Tout à fait. Voilà, d'autres questions, s'il vous plaît? En 14-18, il y a eu un appel des ouvriers français en direction des ouvriers allemands, et réciproquement, parce que complètement passé la gueule. Et donc, alors, Oui, c'est la faillite de la Seconde Internationale. je vais le taquiner un peu. Votre analyse de Pierre, en famille, quand on peut y aller, on est là derrière. Okay. Donc, mais l'analyse que vous avez dit, Pierre, finalement, j'ai mis du temps à la voir. C'est-à-dire, donc, il a magouillé avec les rois et tout, il a eu, je pense, à un moment donné, là, quand il a vu les événements se mettre en place, il a eu, alors je ne vais pas dire du génie, parce que je ne vais pas dire génie, J'ai une attaque. il a eu l'éclair de sa vie. Il dit, ça y est, ce petit, c'est moi qui je vais les tromper tous. Oui, mais il avait de l'expérience. En plus, bon, alors je sais pas, parce qu'il écrit noir sur blanc dans ses mémoires, ce que je suis en train ce que vous êtes en train de dire. Il dit par exemple des choses, il va même dans le détail, il dit quand ils ont dû ramener l'Assemblée nationale de Bordeaux, certains voulaient la mettre à Fontainebleau. Lui, il a dit je préfère Versailles, comme ça, de Versailles, on est en un jour à Paris, s'il faut. Et ça, c'était bien avant la Commune, hein, enfin bien avant, c'était avant la Commune. S'il faut attaquer Paris, de Versailles, ce sera plus facile. 20 km. C'est comme s'il avait fait un deuxième. Voilà, donc c'est pour ça que c'était. Alors c'est vrai qu'il a beaucoup d'expérience, c'est vrai que c'était un politique chevronné, tacticien, mais bon, d'une froideur, voilà. Et surtout du côté de la grande bourgeoisie, partie entière. Pouvoir économique. Oui, voilà, ah non, enfin, quand je parle de bourgeoisie à l'époque, c'est celle qu'on voit dans les romans naturalistes ou dans la recherche du temps perdu. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que moi, j'ai un grand admirateur aussi de Marcel Proust, mais alors, c'est un peu une dichotomie d'être. Parce que, par exemple, le modèle, je me suis aperçu que le modèle du personnage du côté de chez Swann, voilà, était quasiment un ami de Gallifet. Gallifet, c'était un des pires soldats qui a combattu la Commune. C'était une horreur. Voilà. Donc, pour vous dire, il y avait un pouvoir dominant, hein, qui était des pouvoirs de nantis, dont le seul but était de voir comment ils allaient placer leur fortune pour ne pas en perdre trop, qui surveillaient leurs actions. Voilà, donc là, effectivement, Thiers était l'allié de ces gens-là. Parce qu'en fait, je pense aussi, on ne faisait pas confiance aux ouvriers. On disait un ouvrier ne peut pas avoir de conscience politique. Enfin, je pense que c'était quand même, quand on lit la littérature, par exemple des écrivains qui étaient pour la plupart contre la Commune, il y a l'idée qu'un ouvrier, je veux dire, à la limite, le droit de vote, c'est un petit peu exagéré de lui donner le droit de vote. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas éduqué n'est pas capable d'avoir une conscience politique. Voilà, cette idée-là, je pense, était assez gravée dans la haute bourgeoisie du 19e siècle. Et même chez les écrivains, vous disiez Flaubert, quand il parle de la Commune. Tout à fait. Il y a même Zola qui pourtant après. Même Victor Hugo. Une question complètement beaucoup plus légère, c'est sur
quand vous nous avez montré les premières revendications, il y avait deux choses qui étaient surlignées en bleu, je veux bien comprendre dans le sens de l'époque, quel sens. C'était donc l'interdiction des jeux de hasard et de vente de tabac sur la voie publique. Oui. Donc ici, je dois me remettre dans le contexte de l'époque. C'est un fumeur qui doit... Ouais, je pense qu'il y avait des trafics surtout, ça devait échapper, je pense que ça c'est bassement économique, ça devait échapper comme maintenant oui, ok. aux taxes. Oui, ok, voilà, on peut comprendre les jeux de hasard. J'ai eu une autre explication. C'était sur l'autorisation de la carte d'identité. Oui, parce qu'il n'y avait pas, effectivement, à l'époque, il n'y avait pas d'identité. Je me suis demandé quel est l'intérêt de la commune de demander... Alors, il faut voir que c'est Rigaud. Alors, Rigaud, c'est très particulier. Rigaud, il y a des gens, voilà, ils sont faits pour être préfet de police de naissance. Rigaud, il y en avait un, c'était lui. Non, mais il a toujours été, c'était un... Voilà. Et les autres étaient bien contents qu'il y en ait un comme ça. Alors, on le laissait faire, mais c'est vrai qu'il est allé un peu... voilà, c'était dans sa nature. Là, c'est une sorte de... Parce que ça un peu échappe un peu au... Oui, à l'idée On qu'on se fait, tout à fait. Alors, il faut voir qu'aussi, il y avait beaucoup de trafic, ça c'est vrai, je pense que c'est lié à ça. Voilà, bah après, bon, il faudrait voir dans le détail chaque... Oui, sur les petites lignes en bleu, là. L'organisation d'un pouvoir par les gens, les travailleurs eux-mêmes. En fait, dans cette misère énorme, les gens buvaient, les gens fumaient, comme les gens qui sont pauvres et qui s'en sortent comme ils peuvent. Et une des premières prises de décision le jour même de la commune, ça a été effectivement d'essayer de les empêcher de boire, d'essayer de les empêcher C'était pas marqué, de ça, par contre. Non, mais quand vous mettez, par exemple, d'essayer qui ne dépensent plus leurs sous dans les jeux de hasard, d'essayer de les sortir de ce qu'on leur donne pour les aider à survivre. On leur César le disait déjà, du pain, du jeu et des sous. Donc là, on leur donne de l'alcool, des jeux de hasard, etc. Et la démarche dans laquelle c'était fait, d'après Je vois pas, l'image, je mettrais un petit bémol parce que c'est vrai que la réaction a beaucoup joué sur l'image du communard toujours bourré. Mais c'était traditionnel. À cette époque-là, boire un verre de vin était traditionnel dans toutes les sociétés. Non, mais je pense pas que ce soit vraiment. Je parle pas de Paris, je parle de. Oui, mais c'était sûrement, il y avait une part de réalité, mais je pense pas que ce soit quelque chose qui soit complètement. Enfin, je le vois à travers, par exemple, tous les échanges qu'il y a. Au niveau des correspondances, tout ça avec. Est-ce qu'on peut dire bourré? Parce qu'on sait qu'en 14-18, si les soldats n'étaient pas sous, ils n'allaient pas au front. Quand vous êtes une trentaine, les 15 premiers parts, qu'on a deux qui reviennent, si vous n'avez pas bu un coup, vous n'y allez pas. Donc je pense qu'à cette époque, surtout des gens qui ne sont pas des militaires professionnels, alors ça, faut quand même. Ça c'est le cas particulier d'aller au combat, je suis d'accord avec vous. Mais la généralisation dans la société tous les jours, c'était pas faux, mais c'était pas. Parce que c'est vrai, quand on lit par exemple les témoignages des bourgeois, etc., on parlait de quartiers de Bellevue, etc., comme un espèce de sauvage, du vent dans ça. Voilà, mais ils ont beaucoup joué aussi cette image-là, les Versaillais, et je pense pas qu'elle était tout à fait. Peut-être. Donc, on remercie encore Philippe Mangeon pour son intervention. Et le mois prochain, ce sera mardi 7 décembre, sur c'est le triptyque, là, c'est sur le peintre Frédéric Bazille, qui est mort pendant justement la guerre de 1870. Il était peintre à mine Monet et c'est Michel Mazet qui nous fera la conférence. Donc on vous y attend, comme ça vous aurez les trois conférences qui se rapportent sur le même sujet. Et si on fait appel à... Ah oui, il y a les livres, il reste quelques livres de Philippe Mangeon qui peut vous les dédicacer. Et sinon, on fait appel à vous s'il y en a qui sont des bénévoles qui aimeraient participer à l'université populaire pour préparer les conférences,
venir préparer la salle. Nous sommes À la retraite. Hein. Elle est ça à la retraite. mais s'il y en a qui sont à la retraite et qui ont du temps, nous sommes preneurs. C'est, ouais. Merci beaucoup.